Les grands chefs jouent un rôle quand même essentiel dans l'administration du royaume. Ils ne sont pas vraiment des gouverneurs de province parce que leur influence ne s'étend que sur un nombre très réduit de régions de Haute et de Moyenne Égypte. Ils sont notamment chargés de recruter les ouvriers qui doivent édifier les pyramides et les temples. Ils remplissent les mêmes fonctions que les gouverneurs royaux ou les maires. Ils organisent la gestion des troupeaux qui paissent dans leur région, prélèvent les impôts et livrent les récoltes destinées au trésor royal. Leur rôle dans l'économie est considérable parce qu'une grande partie de la fiscalité locale repose sur leurs épaules, tout simplement. La couronne ne semble pas disposer d'organismes locaux comme les centres Hout qui lui auraient permis de lever directement les impôts. Le terme Hout disparaît d'ailleurs des titres des administrateurs royaux du début du deuxième millénaire avant notre ère. En l'absence de réseau reliant les différents centres fiscaux, le roi ne peut compter que sur la collaboration des élites locales pour prélever et gérer le produit des impôts. Mais du coup, il faut prendre en compte les risques de détournement et d'abus. On connaît ça, on a connu ça à l'époque de l'Ancien Régime. Il participe à des expéditions royales envoyées dans les carrières et les mines du désert oriental ou à l'extérieur du royaume pour se procurer de la pierre dure, du cuivre ou de l'or. La géographie politique de l'Égypte des premiers siècles du deuxième millénaire se caractérise par sa diversité. Les grands chefs et les gouverneurs se partagent la gestion des provinces du royaume. Les grands chefs se concentrent principalement en Haute et en Moyenne Égypte. Le delta et les oasis sont complètement abandonnés par la couronne. Livrés à eux-mêmes, les sites urbains disparaissent à vue d'œil et seuls Mendes et Comelles-In parviennent à conserver une certaine importance. Le delta redevient alors une région d'habitat dispersé, traversée par des populations nomades et indépendantes venues du Levant et de Libye. Pourtant, dès le début du Moyen Empire, Montuhotep II avait tenté de prendre le contrôle des oasis et des pistes qui sillonnent cette région, mais il n'y était pas parvenu et il n'a pas pu installer des gouverneurs comme il le souhaitait. Les traces de la monarchie sont très rares et concernent surtout la fin du XXIe siècle avant notre ère. La Moyenne Égypte constitue une véritable pépinière de grands chefs parce qu'il s'agit du cœur de l'ancien royaume héracléopolitain. C'est donc dans cette région que se sont concentrés les hauts dignitaires et ceux élevés au rang de grands chefs, notamment à Asyut, Mer, Berchet et Beni Hassan. Il a été essentiel pour la nouvelle lignée royale de se concilier ces élites locales qui ont ainsi conservé leurs assises politiques malgré la disparition de la monarchie héracléopolitaine que l'on a connue. Montuhotep II, maître de la région du sud du royaume, a été impressionné par le savoir-faire administratif élaboré justement par les rois d'Héracléopolis, hérités de la monarchie memphite. Leur administration était tellement efficace qu'elle leur a permis de gérer un vaste territoire. Du coup, le nouveau pharaon est conscient qu'il a besoin d'hommes d'expérience pour administrer l'État égyptien réunifié. Il les intègre donc à sa nouvelle administration, il leur confie la surveillance des frontières du royaume, il conserve leur mainmise sur les échanges à longue distance. Les gouverneurs de Beni Hassan et d'Éléphantine se chargent des douanes, ils prélèvent les taxes sur toutes les marchandises qui entrent en Égypte, ils perçoivent les tribus versées par les populations nubiennes. En plus, le gouverneur d'Éléphantine supervise la flotte locale et commande aux villes qui disposent d'un port ou d'un quai dans sa province. Les grands chefs de Berchet et de Beni Hassan, eux, sont chargés du contrôle du désert oriental. Éléphantine, Berchet et Beni Hassan conservent les plus belles tombes de dignitaires de cette période. Effectivement, les élites locales disposent d'un atout majeur. Asyut, principal débouché des pistes reliant l'Égypte à la Nubie par le désert occidental. Les dignitaires de la région ne manquent pas de rappeler le rôle qu'ils jouent dans leurs échanges à longue distance en faisant représenter sur les parois de leurs tombes des caravanes d'Asiatiques et de Libyens. L'influence étrangère se fait d'ailleurs sentir dans l'art pictural égyptien. La parure de certains dignitaires de Moyenne-Égypte trahit l'influence asiatique ou égéienne. Et même les grands monuments sont ornés de représentations de populations venant d'Asie du Sud-Ouest.
Ayant constaté les liens tissés entre les gouverneurs de Moyenne-Égypte avec les pays voisins, eh bien les rois d'Ititaoui leur confient des missions à l'étranger. Ceux de Beni Hassan se spécialisent dans les expéditions lancées en direction du Levant ou du pays de Punt, le Yémen actuel. Ils véhiculent comme ça la culture égyptienne. Par exemple, le petit palais de Tel El Bourak au Liban est décoré de motifs égyptiens qui ressemblent très fortement à ceux qui ornent les tombes de Beni Hassan. Le gouverneur de Berchet, lui, porte une épithète surprenante et unique en son genre, celui qui aime la myrrhe. Les anciens rois d'Héracléopolis avaient créé dans cette localité une administration spécifique chargée de la gestion de cet aromate. Et après la chute de la monarchie héracléopolitaine, le contrôle de la myrrhe a été confié au grand chef de Berchet. Le contrôle des échanges avec les régions étrangères passe donc entre les mains des villes de Moyenne-Égypte au détriment de sites méridionaux comme Coptos. Il représente d'importantes sources de revenus et de richesses. Le roi s'installe dans la région où se trouvent donc justement ses plus puissants soutiens. La capitale du royaume, donc, Ititaoui, se trouve au cœur d'un des nœuds commerciaux les plus importants de son temps. L'Égypte constitue un vaste espace de circulation dont les frontières sont moins étanches que ce qu'on pensait il y a encore quelques années. Le pharaon du Moyen Empire, les pharaons ne sont pas en mesure de contrôler pleinement les mouvements de population étrangère au sein de leur royaume, imaginez à l'époque. Déjà aujourd'hui c'est compliqué, imaginez un peu à l'époque. Leur pouvoir demeure fragile et la situation politique instable du pays laisse le champ libre aux invasions étrangères, encouragées en plus par les différents partis qui se disputent le trône. Comme ça, vous avez Amenemhat Ier qui doit affronter une coalition de Nubiens, de Levantins, de Medjaïs, des habitants du désert oriental, et d'habitants de Haute et Basse-Égypte. Après lui, son fils, Sésostris Ier, donc, doit faire face à des pillages et à un début de guerre civile dans la région de Thèbes. Des groupes de bandits profitent aussi de la situation pour piller le temple de Thoth, aidés par des Asiatiques et des Mejdès et des Nubiens. Ces hors-la-loi ont été recrutés parmi ceux qui ont été vaincus lors des luttes intestines qui déchirent toujours les grandes familles. La couronne n'a donc aucun moyen de maîtriser l'ouverture et la fermeture des frontières du royaume. Résultat, les populations voisines égyptiennes vont et viennent à leur gré dans la vallée du Nil. Les Nubiens s'installent dans le désert oriental, tandis que des groupes levantins et bédouins se fixent dans le delta. Ces groupes de pasteurs, qui jouissent d'une grande autonomie, sont suffisamment nombreux pour susciter l'intérêt quand même de l'administration royale. Et ces nomades qui arpentent le désert et les pistes qui traversent les montagnes peuvent devenir finalement de précieux alliés pour des expéditions qui seraient lancées vers le Sinaï, là où se trouvent des mines de cuivre et de turquoise. Les agents royaux parviennent à conclure une alliance avec les chefs bédouins qui apportent leur aide pour les déplacements et la protection des agents de la couronne. De même, le désert oriental est un endroit tellement hostile et dangereux que les agents royaux ne peuvent le traverser sans être escortés par une partie de la population. Montuhotep II lance une expédition en direction de la mer Rouge pour rejoindre le pays de Punt. Une équipe constituée de 3000 hommes traverse le Wadi Hammamat sous la protection de chasseurs et d'habitants du désert oriental, seuls maîtres de cette partie de l'Égypte en fait. En Moyenne-Égypte, les groupes de pasteurs créent un nouveau type de domaine qu'on appelle les ouïtes. Il comprend un habitat regroupant les membres d'une même famille et une grande surface de terre où les bovidés paissent en toute liberté et non parqués dans un enclos. Les archéologues ont retrouvé des traces de ces villages de nomades à Berchet et à Beni Hassan. Ces groupes pastoraux s'installent surtout dans les environs de la capitale, semant des centaines d'enclos à bestiaux dans toute la région du Fayoum. Mais bientôt, on observe quand même un phénomène nouveau et de grande ampleur. Des étrangers originaires du Levant et d'Asie du Sud-Ouest arrivent en masse et s'installent dans le nord de l'Égypte. Ces populations venues de l'Est ont longtemps été assimilées à des envahisseurs barbares sans foi ni loi venus en Égypte pour s'emparer du pouvoir. Eh bien, les fouilles récentes et les dernières analyses épigraphiques permettent de corriger cette vision trop simpliste et caricaturale. En effet, ces installations levantines dans la vallée du Nil se révèlent être plutôt pacifiques. Ces nouveaux arrivés sont en majorité des artisans, des commerçants et des pasteurs. Certains entament même une carrière au sein de l'administration royale. En vérité, ces étrangers suivent un mode de vie quasiment identique à celui des Égyptiens.
Et les deux cultures semblent cohabiter durant quelque temps sans qu'on observe de conflit ou de véritable invasion. Alors c'est vrai, il a été démontré que certains Asiatiques étaient affectés à l'exploitation de certains domaines agricoles et que leurs conditions de vie étaient, on va dire, difficiles. Mais là, il s'agit plutôt de prisonniers de guerre, si vous voulez. Pour en revenir aux nomades du delta, les fouilles ont montré qu'ils sillonnent une vaste étendue de territoire allant jusqu'au bord de la mer Rouge et au sud du golfe de Suez. C'est dans ce secteur que se trouvent des mines de galène, un sulfure de plomb très prisé des Égyptiens parce qu'il rentre dans la fabrication du kohl, un fard de couleur noire qui permet de souligner les yeux et de teindre des étoffes de couleur sombre.